Bonjour à tous. Il est quasiment 14 heures. Je vous propose qu'on commence puisque tout le monde est là. Pour cette session dédiée à la détection et à l'anticipation des menaces sanitaires. C'est une session qui promet d'être particulièrement intéressante, qui couvrira différentes situations d'émergence, qui sont soit des émergences à l'origine directement d'événements de santé, c'est le cas notamment pour de nouvelles souches microbiennes que décrira le professeur Krause, ou des émergences qui portent des risques de survenue d'événements de santé. Et pour ça, on développera des thématiques autour de nouvelles technologies, de nouveaux comportements qui peuvent être à l'origine de risques pour l'état de santé de la population. Et puis on finira cette session avec des éléments de prospective. Alors chacun des orateurs développera à la fois bien sûr la présentation des risques, des émergences, mais ouvrira également en termes de perspective et parfois de prospective. Donc pour ne pas perdre de temps, parce que on a 2 heures juste pour couvrir tous ces champs, je propose de passer la parole tout de suite avant d'en être là, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bertrand Xéry, je suis à l'INVS et je co-modérerai cette session avec Louis Laurent, qui est directeur des études, de la recherche et de la prospective à l'ANSES. Donc je vais laisser tout de suite la parole au professeur Gérard Krause, qui est en charge de l'épidémiologie des maladies infectieuses au RKI, au Robert Koch Institute, à Berlin, en Allemagne. Je m'excuse, je vais présenter des diapos en anglais. Mon français est déjà un peu pratiqué, je n'ai pas beaucoup d'habitude, mais l'orthographie était jamais bonne, alors c'est mieux de l'écrire en anglais. Et j'espère que ça ira. Je vais expliquer un peu ce qui s'est passé en Allemagne en 2011 pendant l'épidémie de E. coli, producteur de chicatoxine. Et je vais essayer de conclure quelques conclusions. Nous avons sorti beaucoup de conclusions et nous avons fait beaucoup d'expériences, des bonnes et des mauvaises. Et il y a quelques conclusions qui peut-être pourraient être utiles aussi pour la France. Donc, pour donner un peu le profil de cette épidémie, très brièvement, il y avait beaucoup de cas. C'était une épidémie très grande pour ce genre de pathogène. C'était très dramatique parce qu'il y avait 55 fatalités et c'était quand même avec une rapidité assez grande. Il y avait un grand pourcentage de cas avec syndrome hémolytique urémique et la plupart des cas, c'était des adultes. Alors normalement, ici en France et en Allemagne, on voit surtout les enfants et c'était plus de femmes que les hommes. Il y avait un sérogroupe assez rare, O104, qu'on ne voit presque pas en Europe. Et il y avait en plus un profil de résistance assez particulier. C'était une bonne chose d'ailleurs, parce qu'à travers ce profil de résistance, c'était facile pour les laboratoires dans la périphérie d'identifier ce souche. La durée d'incubation était très très longue en comparaison avec d'autres pathogènes de ce type. Et c'était une double difficulté. D'abord, on ne le savait pas au début. Alors on a demandé l'exposition de l'alimentation pendant la semaine avant de l'exposition, avant de la maladie. Et après, quand on s'est rendu compte que la durée d'incubation est tellement longue, on a demandé pour 3 semaines, mais c'est très très difficile pour un malade de savoir ce qu'il avait mangé pendant 3 semaines. C'était plutôt concentré au nord de l'Allemagne. Et après, on avait détecté que c'était des crèmes germées qui venaient d'Égypte. Ça, c'est la situation en Europe. Il y avait quelques cas dans d'autres pays, mais la plupart des cas, naturellement, en Allemagne. Donc, ce n'était pas vraiment une épidémie internationale, parce que la plupart des cas qui étaient diagnostiqués dans les autres pays, c'était des personnes qui avaient eu l'exposition en Allemagne. Ça, c'est l'histogramme de l'épidémie et je vais prendre ça comme mesure de temps pour me démontrer un peu les escales, les différentes activités que nous avons eues. On s'est rendu compte le 18 mai, il y a 2 ans, il y avait 3 cas à Hambourg. Vous voyez ici que déjà quelques jours avant, il y avait déjà beaucoup de cas, mais c'est le début de la maladie, ce n'est pas la date de la notification. Et c'est pour ça qu'il y a un certain délai. Alors, le lendemain, on a commencé l'investigation sur place
avec une petite étude cas contrôle. Le lendemain de cela, on a publié les résultats. Il y avait déjà des indications que ce n'était pas la viande, ce n'était pas du lait, c'était un produit végétal. On a fait une activité de publication, d'information assez intensive. On a démarré une seconde étude cas contrôle. Et avec cette seconde étude cas contrôle, on avait identifié les tomates, les salades, comme association avec cette maladie. Mais on ne pouvait pas vraiment expliquer l'association. Même jour, le centre de référence avait identifié le pathogène et caractérisé le pathogène. Le lendemain de cela, le ministère de Santé à Hambourg avait publié qu'il y avait un résultat de laboratoire, mais ce n'était pas encore confirmé, un résultat de laboratoire qui avait soi-disant trouvé le pathogène sur des produits de l'Espagne. Et ce n'était pas confirmé, au final ce n'était pas vrai, mais ça a causé des implications assez graves économiquement sur l'Espagne, comme vous le savez déjà, je crois. Donc on a essayé de démarrer d'autres études pour mieux identifier la source. C'était quand même un peu compliqué parce que les malades avaient des difficultés de vraiment savoir ce qu'ils avaient mangé. Après un temps, on avait des groupes, des cohortes qu'on pouvait étudier comme des cohort studies et on a continué comme ça. Et il y avait des collègues de la sécurité alimentaire qui avaient identifié une association à travers des enquêtes de Traceback ils avaient identifié un producteur des graines germées en Allemagne qui avait une association avec des restaurants qui étaient impliqués dans l'épidémie. Donc, il y avait encore une autre étude que finalement on était capable d'identifier le risque associé avec l'exposition des graines germées. C'était cette étude ici, avec un risque relatif de 14. 27% de ceux qui avaient mangé les graines germées étaient tombés malades et tous les cas, on a pu les expliquer comme ça. Avec le Traceback, ici aussi, c'est encore le graphe qui démontre l'association avec ce producteur en Allemagne. Il y avait d'autres restaurants qui étaient aussi associés. Il y avait même une famille qui avait poussé leurs propres graines germées qui étaient non pas associées au producteur, mais à un distributeur qui avait délivré le même produit au producteur. Et quelques semaines plus tard, on a eu l'épidémie en France qui a donné une autre information et évidence additionnelle que c'était vraiment un produit importé de l'Égypte. Cette étude, je la montre ici parce que c'est une étude qui démontre la collaboration d'investigation entre les pays qui étaient affectés. On a utilisé les groupes qui avaient voyagé au nord de l'Allemagne et qui avaient été exposés seulement un jour pour identifier la durée de l'incubation. Au niveau européen, on peut voir que le nombre de cas de cette maladie a augmenté déjà avant l'épidémie. Donc c'est quand même une chose qu'il faut prendre en compte. Il y a un problème que pas tous les laboratoires sont capables d'identifier les différents sérotypes de E. coli. C'est seulement le O157 qui est assez bien élaboré, mais les autres, il y a des difficultés dans les différents pays d'avoir la capacité de laboratoire d'identifier ce genre de souches. Pour nous, ici en Allemagne, on a conclu pour le thème de la surveillance qu'il faut améliorer la compliance des cliniciens de notifier des cas urgents, des cas rares. C'est pour ça que la séance ce matin m'a fasciné beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées des systèmes ici en France qu'on devrait copier en Allemagne. Il y a aussi le besoin de raccourcir le délai du rapport. Et on a changé la loi maintenant récemment à cause de cette expérience pour faire la notification plus vite. Nous pensons aussi qu'il faut, en plus de la notification obligatoire, qu'il faut des motivations pour le recrutement des cliniciens pour les systèmes Sentinel. Et nous pensons aussi qu'au niveau du laboratoire, le diagnostic moléculaire est très très important, devient de plus en plus important. La technique, elle est là.
mais l'argent n'est pas là pour établir ça au niveau général. C'est ça un peu le problème que nous avons en Allemagne. Au niveau coordination, géance internationale, il y a aussi des expériences que nous avons faites. C'était un peu difficile de gérer un problème national qui était déjà assez grand et au même temps gérer le besoin d'information au niveau international. Que naturellement, au niveau international, européen, il y avait le besoin de savoir ce qui se passe. Il y avait le souci que ça pourrait s'élargir, il y avait le souci que les investigations ne sont pas faites suffisamment soigneusement. Et il y avait un tas de travail de convaincre, en même temps de faire le travail, convaincre les autres que le travail est déjà fait et en train d'être fait. Et nous pensons qu'il faut aussi réorganiser la communication dans ce genre d'émergence. Au lieu de communiquer rapidement et souvent, plutôt mettre plus d'attention à une communication bien validée. Bon, c'est un peu les conclusions qui pourraient être intéressantes pour vous aussi. Il y a un tas d'autres conclusions que nous avons faites, mais ce n'est pas tellement pour la France, donc j'arrête ici. Merci beaucoup pour l'attention. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en suis sûr. On a vu qu'en Allemagne, il y avait en fait plusieurs systèmes d'information, de circulation, etc., de l'information. En France, par exemple, sur la question des signaux grippaux, c'est une question qui a été longtemps posée. Il y avait un signal hospitalier, il y avait un signal par les médecins libéraux, etc. Est-ce que vous avez envisagé que, par exemple, toutes les souches circulent par le RKI, qu'il y ait des systèmes d'information mutuelle? Qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a transformé dans l'organisation même des alertes sanitaires de ce type-là? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez modifié le système d'analyse des aliments, par ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait des analyses sur les aliments et pas simplement, évidemment, chez les personnes? Et est-ce que, parce que souvent on a ce problème, par exemple, sur les toxi-infections alimentaires collectives, c'est qu'on a d'un côté des éléments médicaux, par exemple sur les listérioses, et de l'autre côté, on a des éléments sur les aliments, mais ce n'est pas les mêmes gens qui les traitent. Donc, est-ce que ce type de choses a été envisagé et quel résultat ça a donné? Oui, ce sont des bonnes questions. Je vais commencer avec la dernière. Effectivement, il y avait beaucoup d'examens sur les aliments, mais aucun n'a réellement donné un résultat positif. Il y avait des fausses positifs. D'ailleurs, l'identification du producteur en Allemagne a été démarrée à cause d'un résultat du laboratoire qui était positif, mais fausse positif. C'est une petite anecdote au côté. Mais donc, ça a été essayé, ça n'a pas réussi. C'est pour ça aussi que je pense que ce genre d'épidémie ne peut pas s'éviter à travers des investigations régulières des graines germées. Il y a des problèmes techniques qui sont trop grands. Au niveau de répartition des tâches, répartition de la communication, on a deux problèmes en Allemagne, deux difficultés. L'un, c'est que nous avons un système fédéral avec une autonomie très très grande des gouvernements des Länder. Et ce problème de communication, qu'au niveau de Hambourg, il y avait une communication publique qui n'a pas été coordonnée, disons, au niveau national, c'est un symptôme de ce problème et ce problème ne va pas se solutionner très rapidement, je crains. Il y a des discussions, il y a des promesses qu'on va coordonner mieux la prochaine fois, mais chaque fois qu'il y a une nouvelle situation, ça démarre de la même façon, parce qu'un politicien avec beaucoup de pouvoir ne va pas se laisser prendre le droit de communiquer publiquement si il ou elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on va toujours avoir ce problème, je crains. La deuxième difficulté, c'est les différents systèmes vétérinaires, alimentaires, santé publique humaine. En Allemagne, c'est organisé dans deux différentes
ministères. Et comme le système est organisé un peu moins centralisé qu'ici en France, il n'y a pas un ministère, un super ministère qui est chef de tous les autres ministères. Donc ici aussi, il y a un devoir de communication. Moi, je pense, ici même, il y a toujours des différentes interprétations des données et des différentes opinions, mais on a toujours eu la communication synchronisée. Il y avait toujours les deux présidents des deux institutions qui étaient dans les conférences de presse communes. Donc il n'y avait pas de différence de communication à ce niveau. Il faut même dire que souvent, on a une différente opinion des épidémiologistes sur la santé publique humaine et les épidémiologistes sur la santé publique vétérinaire ou alimentaire. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucune différence d'opinion, aucune différence d'interprétation. C'était très, très rapide. Dans 1 heure, ils étaient tellement convaincus de nos données qu'ils avaient dit, eux aussi, qu'il faut aller public avec cela. Donc ça, ce n'était pas vraiment le problème, mais ça reste un sujet. Merci. D'autres questions? Quand on voit l'ampleur de l'épidémie en Allemagne, ça a dû poser un certain nombre de difficultés de gestion. Vous avez évoqué le problème de la communication. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres difficultés, les principales difficultés que vous avez pu vivre pendant cette période difficile? Oui. Bon, d'un côté, c'était une expérience très bonne parce que c'était vraiment une épidémie où la tâche était très claire. Il fallait vraiment éviter cette épidémie d'une manière la plus rapide possible et on ne connaissait pas encore la source. Donc il n'y avait pas beaucoup de politique, ça c'était déjà bon. Mais le problème c'était qu'on s'est rendu compte qu'à partir du 5e jour, comme ça, 2e, 3e jour, le public, les médias et d'autres experts commençaient à être impatients, naturellement, parce qu'il y avait des morts, il y avait des cas, et ça a augmenté, et ça a augmenté. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais fait l'effort d'expliquer notre boulot. Donc, il y avait une expectation qu'on n'a pas pu vraiment, dans cette situation, expliquer. On n'a pas pu expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une étude, pour faire une investigation épidémiologique, pour identifier et vraiment créer l'évidence pour la source. Et dans la situation même, on était tout à fait débordé de travail, on n'avait pas la capacité de faire cela. Donc on était dans ce point, je crois qu'on va essayer de faire mieux, s'il n'y a pas encore d'épidémie, de produire des informations pour expliquer notre travail. Et on espère que là, les journalistes vont trouver ces documents, vont mieux pouvoir comprendre ce qu'il faut faire, pour mieux pouvoir comprendre qu'il faut un peu de patience avant de trouver les données. OK. Oui, tu as parlé de la lourdeur de passer les informations très régulières à les institutions européennes, mais selon cette expérience, quel aurait dû être le rôle des institutions européennes en appui à une crise comme ça, qui est principalement dans un pays, mais qui a quand même des aspects internationaux très importants. Donc, quel rôle est-ce qu'ils ont eu et quel rôle devraient-ils avoir pour être encore plus efficaces? Bon, il y a un rôle que j'espère que j'ai déjà montré, que c'est par exemple les questions qu'on peut mieux investiguer, qu'on peut mieux adresser au niveau international, qu'il faut adresser au niveau international. Comme par exemple l'identification de la période d'incubation. Comme par exemple aussi, et ça n'a pas été fait, la question, est-ce qu'il y a une transmission entre les hommes? C'était une question prévalente pendant l'épidémie. Et pour nous, c'était un peu plus difficile de l'adresser parce qu'on était en pleine épidémie et tout le monde la plupart des gens étaient exposés. Mais pour les pays qui n'étaient pas exposés, ça aurait été plus facile d'étudier cela parce qu'ils étaient déjà dehors de l'exposition. Ça, c'était ces deux sujets. Et aussi l'autre chose que, comme j'ai déjà commenté un peu, la nécessité d'information et les soucis au niveau politique sont très très grands et ça aurait été
bien si les organisations internationales auraient essayé de nous protéger un peu de ce devoir, d'élaborer les travaux, parce que nous, on a publié chaque jour un rapport en anglais et en allemand, d'utiliser ces rapports et d'assurer à la Commission européenne, par exemple, que les mesures qui ont été faites, qui sont en activité, sont les mesures adéquates pour le faire et qu'il faut carrément attendre un peu pour y avoir des résultats. Ça s'est passé un peu après 1 ou 2 semaines, il y avait une délégation de la comité de ECDC et c'était un peu le rôle de superviser. Et heureusement, c'était utile parce que eux, ils sont retournés, ils ont effectivement confirmé que toutes les mesures et tous les examens et toutes les investigations qui étaient en place étaient des mesures adéquates et qu'eux-mêmes n'avaient pas d'autres idées pour accélérer le procès. Merci Gérard. J'avais deux questions. Je crois que pour annoncer que le véhicule était les graines germées, vous avez recouru à un mécanisme d'expertise internationale avant. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez nous dire 2 mots de comment vous avez réussi dans un temps à introduire cette chose-là, parce que je sais que vous avez fait ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avec des épidémies de cette nature-là, avec des périodes d'accumulation longues, l'une des questions très vite qui se pose, est-ce que c'est en train de baisser? Est-ce que les mesures sont efficaces? Et comment on évalue à partir de quand on peut avoir, en tout cas, l'impression que ça va dans le bon sens, ça diminue? Et je pense aussi que vous avez essayé d'innover avec des systèmes non spécifiques pour regarder ça. Est-ce que tu peux, et comment ce genre de choses où il faut construire à toute vitesse, comment on arrive à faire ça? Oui. Bon, la première et la plus facile, effectivement, je n'avais pas commenté qu'on avait activé un groupe d'experts des États-Unis, de l'Europe, pour discuter la situation. Mais ce n'était pas, et ça c'est important, ce n'était pas une communauté représentative politique de certaines institutions. Sinon, c'était une sélection particulière des différents pays. Il y a d'ailleurs Jette de Waal qui était parmi de ce groupe petit. Et c'était très important d'avoir ces conseils des experts externes qui n'étaient pas mis dans le feu, qui avaient la vue externe et l'expérience pour voir si on a peut-être oublié un certain aspect où il faudrait peut-être mettre plus d'attention. Et ça nous a aidé beaucoup. C'était très bien aussi que c'était d'une manière inofficielle, que c'était une manière en confiance, où on pouvait distribuer toute l'information d'une manière tout à fait ouverte. La deuxième question est un peu plus compliquée à répondre. Naturellement, immédiatement, on a lancé des systèmes de surveillance additionnels pour avoir une information plus sensitive, mais aussi plus rapide. Et deuxièmement, aussi pour donner la preuve que l'épidémie était terminée. Et quelle était l'autre partie de la question? Comment on arrive à faire tout ça en même temps? Pardon? Comment on arrive à faire tout ça alors qu'il y a le feu au lac? Oui, bon, c'est la motivation. Bien, merci beaucoup.